Comment se motiver à apprendre ses cours, comment se débarrasser de la flemme, de la paresse, d'accord? Quand on a envie de jouer aux jeux vidéo ou d'être avec ses amis le soir quand on rentre, d'accord? On a passé une journée, 8 heures assis en cours et on a envie de se détendre et là, on n'a pas de peau. On doit se mettre au travail et réviser ses cours, réviser ses leçons pour le lendemain, pour les contrôles, les examens, et j'en passe. Dans cette vidéo, on va voir comment se motiver pour apprendre ses cours. C'est parti. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 principes, d'accord? Donc il y a 2 premiers principes et ensuite il va y avoir, on va dire, un autre principe. En fait, c'est 2 méthodes qui sont la même, mais sous 2 formes différentes. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. En premier, vous devez comprendre le premier principe, c'est que mentalement, vous pouvez, d'accord, je dis bien vous pouvez, être contraint mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en cours et que vous n'avez pas choisi d'aller en cours, spontanément, normalement c'est vos parents qui vous ont demandé d'aller en cours, d'accord, parce qu'ils travaillent, puisqu'ils ont des choses à faire, et parce que voilà, ils pensent peut-être ne pas être capables de faire l'éducation à la maison, ce qui peut aussi être le cas. Donc vous êtes, entre guillemets, poussé, d'accord, entre presque obligé d'aller étudier, et ça, pour la motivation, c'est niette en fait, tout simplement. Ça veut dire que mentalement déjà, si vous êtes forcé à faire quelque chose, en plus c'est rester assis, euh, si vous voulez, mentalement, vous pouvez pas être, vous allez jamais pouvoir explorer votre plein potentiel. C'est juste, voilà, vous pouvez faire une croix là-dessus. Je préfère vous le dire maintenant parce que on peut toujours dire oui, mais machin, non. Si dans votre tête, si mentalement, c'est un peu comme une punition, ça vient pas de vous, c'est pas votre volonté de vouloir faire par exemple des maths ou du français ou etc. Après, ça peut être super bien, d'accord? Si on vous l'apporte d'une façon ergonomique, d'une façon qui vous plaît, d'une façon où il y a de la curiosité, où il y a de l'émerveillement, où vous vous intéressez à ce sujet-là, ça peut être parfait, d'accord? C'est le principe même d'une passion. Mais comme normalement on vous a un peu lassé de plein de matières en fait, tout simplement, parce que la structure même de l'école est comme ça. La structure même en fait d'une salle de classe et d'avoir une hiérarchie comme ça de professeur à élève vous met dans une situation où l'environnement agit et influe directement en fait sur déjà l'ambiance de la classe, sur tous les élèves et notamment sur vous en tant qu'élève dans une salle de classe, même que ce soit dans un amphithéâtre, c'est la même chose tout simplement. Par exemple, dans une salle de classe, vous allez avoir les rangées de tables, voilà, qui sont bien alignées, excusez-moi, bien droites, mais où il n'y a pas de vie, d'accord? Il n'y a pas d'endroit où vous avez envie. Est-ce que spontanément vous avez envie d'aller dans une salle de classe? Normalement, non. La seule chose que vous avez envie, c'est de partir et d'avoir un endroit confort. Ok? Même par exemple, dans les lycées, on voit bien qu'il y a à la fac, à l'université, il y a des endroits comme ça, un peu foyer, où vous voyez un canapé, vous voyez qu'il y a une télé, il y a des espaces pour pouvoir travailler, voilà, avec son PC dans un coin tranquille. Ça, en fait, c'est ce que devrait être une salle de classe. Oui, je vous l'apprends peut-être. Je suis désolé, mais en fait, une salle de classe devrait être comme ça. Et ça vient pas de moi, d'accord? Ça vient d'autres pairs, notamment qui déjà développaient un peu ce principe. Mais donc là, ce que je venais de vous dire avec le fait d'avoir un coin où vous pouvez être tranquille sur votre PC en train d'étudier la notion que vous voulez ou réviser votre cours, ça c'est ce qu'on appelle la classe flexible. Donc je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. Le premier lien qu'il va y avoir, ça sera une vidéo de Vincent Fayet, qui est un professeur de SVT dans un lycée parisien, et qui a remis en fait au goût du jour la classe flexible. Non, lui il a pas remis la classe flexible, il a remis la classe entre pairs. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est déjà un premier point. Et je vous mettrai un deuxième lien, d'accord? Donc le deuxième lien, ça sera pour la classe flexible. Donc je vous mettrai une vidéo qui va expliquer un peu plus en détail ce principe. Et en fait, les classes flexibles notamment est utilisée dans d'autres pays qui mettent en avant une classe qui permet d'être aérée, de pouvoir se sentir à l'aise, bien, confortable, et ainsi de pouvoir se motiver en fait, parce que ça devient super simple de se motiver, parce que vous êtes déjà dans un environnement qui vous permet vous-même d'être bien, d'être heureux, et de pouvoir interagir déjà avec votre environnement beaucoup plus simplement. Je ferai une vidéo évidemment sur les classes flexibles et les différentes pédagogies qui s'en suivent dans de prochaines vidéos. Bon, revenons
déjà à la motivation et au premier point. Donc le premier point, c'est que mentalement, déjà, par la structure de l'école, donc par la salle de classe, par la structure aussi, on va dire, du temps, voilà. Par exemple, vous avez des récréations, vous devez travailler 1 heure sur une matière, 1 heure, 2 heures, etc. Ça aussi, c'est pas naturel du tout. C'est aussi contraint. Le professeur qui peut ne pas vous aimer ou ne pas envie avoir de vous aider, ne pas vouloir vous aider, excusez-moi, euh, ou qui s'intéresse plus à d'autres élèves qu'à vous. Donc ce que je veux dire, c'est par rapport même au comportement du professeur, ou même le comportement des autres élèves par rapport à vous. Euh, Ça peut être aussi tout ce qui va te donner des contraintes. Ok, dans votre cerveau, ça va être, on va dire que ça va pas être des bonnes ondes, quoi. Ça va être plutôt des ondes négatives. Et donc le gros problème de ça, c'est que toutes ces ondes négatives ne sont pas reliées directement, par exemple, aux mathématiques. Vous pouvez très bien avoir eu une mauvaise expérience avec les mathématiques quand vous étiez jeune, mais là, par exemple, vous avez 13, 14, 15 ans. Les mathématiques, bah, normalement, voilà, vous devriez, par votre compréhension de jeune adolescent, comprendre que voilà, les mathématiques, voilà, les mathématiques ne vous veulent pas de mal en soi. Mais ce qui peut se produire, c'est que l'environnement extérieur va faire, donc tout ce que je vous ai dit avec les contraintes, vont faire que vous allez associer cet environnement néfaste un peu noir, à la matière mathématique. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Parfois, il y a des élèves qui racontent qu'ils aiment une matière parce que leurs professeurs leur ont bien expliqué. Mais ça veut dire que la motivation, elle est venue du professeur. Elle n'est pas venue de vous. Et même grâce au professeur, maintenant, vous avez de la motivation. Mais ce qui veut dire que, si vous voulez, c'est assez fragile. Ça veut dire que après, vous pouvez très bien, l'année d'après, tomber avec un autre professeur. Cette fois-ci, il vous explique mal, ou son comportement vis-à-vis de vous, voilà, ne vous plaît pas, tout simplement. Il s'occupe pas de vous, il passe vite fait sur les exercices, et vous n'arrivez plus à suivre. Et bah, vous allez un peu perdre confiance en vous, et vous allez ne plus aimer les maths, par exemple. Donc, l'aspect de motivation, elle est, en fait, si elle n'est pas intrinsèque, c'est très compliqué, tout simplement. Donc j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la vidéo, sous la vidéo, dans la description. Euh, le principe de motivation, d'accord? En fait, il y a 3 types de motivation. La motivation, donc il y a la motivité, c'est le fait de ne pas être motivé. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, ça va être le professeur qui vous donne envie, d'accord, ou un ami ou un parent ou une personne extérieure, un intervenant, qui vous donne envie qui vous donne la passion, par exemple, des mathématiques, qui vous fait découvrir que c'est un environnement, que c'est une matière incroyable où il y a plein de choses à faire. Et donc ça, c'est la motivation extrinsèque. C'est il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a donné envie, d'accord? C'est extérieur à vous. Et la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vous permet, qui vient de vous, d'accord? Donc naturellement, et qui vous permet de vous exprimer. Par exemple, vous avez envie de jouer du piano, parce que vous avez entendu une personne qui jouait super bien du piano, ça vous a donné envie, et là, ça vient de vous. Ça vous a motivé. Alors, là, c'est vrai que dit comme ça, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque, on a l'impression que c'est un peu la même chose. En fait, là, je vous ai pris la motivation extrinsèque du point de vue positif. Mais en fait, plus communément, moi, comme je le vois, c'est plutôt la motivation extrinsèque d'un point de vue négatif. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'argent. Un salarié, clairement, il y a deux types de salariés. Il y a celui qui aime ce qu'il fait et qui gagne un salaire, mais s'il n'y avait pas forcément un salaire élevé, il le ferait quand même. Ou il y a la personne qui, par exemple, devient chef d'entreprise ou chef de projet ou je ne sais quoi, euh, qui a un très bon salaire, mais qui n'aime pas du tout ce qu'il fait. Ça, c'est un exemple typique de motivation extrinsèque. C'est-à-dire que ce qui vous motive est extérieur à vous, et au final, s'il n'y avait pas l'argent, bah, vous ne le feriez pas. Donc ça, c'est un peu c'est les personnes, malheureusement, qui ne font pas ce qu'ils aiment, en fait, au fond d'eux. Et c'est malheureux parce que on n'a qu'une vie et qu'il faudrait en profiter, quoi, quand même. Ou même s'il y a d'autres vies après, faudrait au moins faire en sorte de pas gâcher celle présente. Donc ça, c'était pour le premier point. Donc c'est déjà pour arriver à se motiver, le mieux c'est d'avoir une motivation intrinsèque. Et pour avoir cette motivation intrinsèque,
on va passer au deuxième principe qui est très important, et c'est l'ergonomie. Neuroergonomie, c'est encore mieux. Mais l'ergonomie, c'est le fait d'apprendre par des moyens naturels, par une approche de la nature, tout simplement. Donc par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Voilà, vous avez peut-être entendu le principe, la méthode de PNL, donc programmation neurolinguistique, qui a été initiée dans les écoles françaises. Donc pour visuel, auditif, kinesthésique, voilà. Donc ça c'est le petit le petit truc de l'éducation nationale, qui est une très bonne initiative, d'accord, je tiens à le souligner. Mais il faudrait que ça aille un peu plus loin. Et moi je vais vous montrer dans cette vidéo maintenant comment aller beaucoup plus loin. Alors, le travail d'ergonomie. En premier, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de faire des recherches sur internet. Il y a énormément de contenu sur internet, sur tous vos cours. Allez-y, c'est une mine d'or, une mine d'informations. Éclatez-vous, c'est presque garanti que vous allez trouver votre bonheur. Dans quelques domaines, matières que ce soit, il y a vraiment énormément de choses. Par exemple, vous pouvez aller sur Wikipédia. Wikipédia, d'accord, c'est une encyclopédie en ligne. Je pense que vous la connaissez. Allez sur Wikipédia. Si par exemple, vous avez un travail en histoire-géographie, avec des personnes, avec la guerre mondiale, la guerre civile en Espagne en 36-39, ou théorème de Pythagore, de Thalès, voilà, plein d'autres notions, vous allez taper d'abord l'information sur internet. Regardez des vidéos YouTube pour voir s'il y a des personnes qui ont expliqué ce sujet, qui l'ont vulgarisé, qui l'ont expliqué d'une façon simple et ludique pour vous. Allez sur Wikipédia, cliquez sur les liens, intéressez-vous, faites des liens, des associations, écrivez, faites des schémas. Tout ça en fait, c'est super important. Vous pourriez vous dire que ça vous fait perdre du temps parce que vous n'êtes pas en train de faire l'exercice de maths que la professeure vous a demandé, mais c'est ultra important parce que ça, c'est vraiment ça qui va vous donner l'envie et qui va vous motiver, d'accord, à passer à l'action et à bien apprendre et à apprendre vos cours. Vous devez comprendre l'intérêt, ok? Le professeur va pas forcément vous dire quel est l'intérêt de faire des maths ou de faire cet exercice ou de voir cette notion en particulier. Maintenant, si vous allez sur Wikipédia, vous allez comprendre. Alors ok, ça va peut-être pas être simple, mais vous allez pouvoir comprendre parce qu'il y a un intérêt. Par exemple, si je vous dis le théorème de Pythagore, vous allez me dire ouais, à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert à énormément de choses. Mais ça, les professeurs, ils ne vous disent pas par manque de temps, par manque peut-être voilà, de plein d'autres choses. Peut-être qu'ils en ont pas envie, peut-être que je sais pas. Donc, c'est à vous de faire l'effort parce que vous devez vous motiver. Sinon, vous allez pas, vous allez, si vous voulez, vous allez faire le strict minimum en termes de, voilà, vous allez faire un exercice, vous allez peut-être même pas le comprendre, vous allez peut-être même pas le faire l'exercice, donc c'est quand même dommage. Donc c'est pour ça que, d'après moi, c'est important pour vous de vous concocter vos propres notions en fait, tout simplement. Le professeur il est là pour vous donner quelque chose et vous après vous faites vos recherches et vous prenez ce qui est bon. Par exemple, pour le théorème de Pythagore, ça sert à plein de choses. Les théorèmes, ils ont été inventés pour quelque chose. Ils ont été inventés parce qu'il y avait un besoin, ok? On fait pas des mathématiques comme ça, on fait pas de l'histoire ou de la géographie si ça a aucun sens, ok? Il y a des historiens, il y a des mathématiciens, il y a des physiciens qui utilisent eux-mêmes les mathématiques, il y a des informaticiens qui utilisent des mathématiques. Dans l'histoire, il y a des historiens, il y a des géographes, il y a de la géopolitique derrière, il y a plein de notions super importantes, il y a plein de différents métiers, différents domaines qui sont passionnants et vous devez vous imprégner, d'accord, de cette passion que les gens ont. Et même parfois, vous avez des super professeurs. En mathématiques, vous avez Yvan Monca, par exemple, qui donne des cours, donc gratuits sur YouTube. En fait, il explique les notions de mathématiques de la 6e à la 3e, et peut-être même jusqu'à la terminale, si je me rappelle bien. Et il a plus de 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Donc vous connaissez peut-être déjà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Si vous cherchez bien, vous allez peut-être, et même sûrement, trouver des informations très pertinentes. Et ça, ensuite, vous allez aller en cours, ou même vous allez faire des exercices, et voilà, pour vous, ça va être un claquement de doigts. Parce que vous aurez vu un background, et ça vous aura tellement motivé qu'en fait, le petit exercice, vous l'aurez fait très rapidement. Parce qu'en plus, sur Internet, par rapport au cours, vous avez le temps. Vous avez le temps de lire, de relire, de revoir, de revenir en arrière, de mieux comprendre, de poser des questions même parfois. Vous pouvez
taper une question sur YouTube, voilà, en commentaire. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires dans cette vidéo YouTube pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, qui doit être, je pense, bien assez longue. J'ai une vraie flette. Non, tiens, je vais me poser une question toute bête. Est-ce qu'on appelle ça un pipelet? Une pipelette, c'est féminin. Peut-être qu'on dit un pipelet. Je sais même pas. Une question toute bête. Bref, au masculin. On va passer au troisième principe. Le troisième principe, c'est l'apprentissage en 2 phases. Donc, c'est la méthode Feynman. Méthode Feynman, physicien, prix Nobel de physique, dans tout ce qui est travaux sur la physique quantique. Voilà, il est connu pour être un grand vulgarisateur, pour expliquer des concepts et des notions et des équations, expliquer des notions mathématiques et physiques à ses élèves de façon très simple, très ludique, et il expliquait en fait chaque détail. À chaque fois qu'on lui posait une question sur un terme précis, il pouvait aller rechercher, il pouvait rechercher dans sa mémoire et vous déballer ensuite toutes les explications sur ce terme bien précis. Et c'est là où on voit qu'une personne maîtrise vraiment un sujet. Et l'objectif, c'est ça, pour vous aussi, en tant qu'apprenant, c'est de pouvoir bien maîtriser votre sujet. Alors, je vous ferai une vidéo sur la méthode Feynman, qui ne va pas tarder, je pense. Et vous pouvez également, du coup, c'est le fait, du coup, comme je viens de vous l'expliquer, de prendre les mots-clés, les mots importants, et de pouvoir les expliquer simplement. Donc vous pouvez faire ça à l'écrit, les expliquer à l'écrit, tac, vous isolez les mots-clés que vous n'avez pas compris, ou que vous avez du mal, à expliquer, et ensuite, chaque mot-clé, vous essayez de le réexpliquer, vous revoyez votre cours, ensuite vous revenez à là où vous en êtes avec votre feuille, vous essayez de vous remémorer les informations, et vous essayez de l'expliquer en faisant des associations, avec des images, des schémas, des théorèmes, des personnages clés en histoire, si c'est l'art plastique, de la musique, de la philosophie, etc. On va vraiment faire une arborescence un peu comme une mind map. Vous pouvez utiliser la mind map également. Et ensuite, le deuxième principe, c'est d'utiliser la méthode Feynman, du coup, de la façon écrite et de la façon orale. La façon orale qui est très importante. Parce que expliquer à quelqu'un son cours va vraiment vous permettre d'améliorer drastiquement, mais vraiment un point très important, votre compréhension vous-même de la notion. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau, mais en gros, vous avez un feedback interne, ok. Mais en plus de ça, vous avez un feedback quand vous communiquez avec l'autre personne. L'autre personne va vous poser des questions, d'accord. Elle va vous dire est-ce que tu peux expliquer ce mot-là, j'ai pas très bien compris. Et ça va être à vous de faire l'effort, d'accord, de faire un travail sur votre mémoire et de pouvoir ressentir, de pouvoir ressortir la bonne information. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir plus d'informations, plus de contenu exclusif, d'accord? Parce qu'il y a des choses que je ne vois pas dans beaucoup de vidéos YouTube, ou en tout cas que je vois dans certaines vidéos YouTube, mais qui ne sont pas appliquées au domaine de l'éducation. Donc moi, je vais essayer de vulgariser comme je peux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur les différentes méthodes que j'ai citées. Si vous voulez tester, d'accord, si vous testez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part en commentaire, même si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est pas grave. Et si ce contenu vous a plu, vous pouvez également me dire que le contenu vous a plu, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!